Bonjour, je suis Dr Hassan Abola, je suis PH au CHU d'Orléans. On m'a demandé de faire une mise au point sur les fractures céphalotubérositaires de l'humérus. Donc c'est une mise au point, c'est pas un cours d'enseignement. Hein. Donc traitement non chirurgical, ostéosynthèse, arthroplastie. Les fractures de l'humérus proximal sont en constante augmentation, en particulier chez les personnes âgées. Le traitement est individualisé, donc en fonction à la fois du type de fracture qui va dépendre de la classification et aux facteurs liés au patient. D'emblée, donc il y a deux types de patients. Il y a les patients qu'on va appeler jeunes actifs, à droite de l'écran, sujet jeune, donc avec mécanisme plutôt à haute énergie, où le traitement va être plus souvent chirurgical, avec une rééducation précoce si possible. Et à gauche, personnes âgées, entre guillemets, là aussi il va y avoir deux groupes. En fait, il va y avoir un groupe, on va dire, d'octogénaires, plus de 80 ans. Et il y a les patients qui sont ostéoporotiques peut-être, mais pas âgés, pas très âgés en tout cas. Donc, chez ces patients-là, c'est la troisième fracture. Donc, après la fracture du fémur proximal et du radius distal liée à l'ostéoporose, le mécanisme principal, c'est la chute, donc faible énergie. Et le traitement va être le plus souvent non chirurgical. Donc, pour la diagnostic, la radiographie standard est facile d'accès, reste utile, peut être suffisante si on décide de ne pas aller plus loin, chez quelqu'un par exemple qui a des troubles cognitifs. Sinon, le scanner devient indispensable avec une reconstruction 3D. Il est nécessaire à la fois pour le diagnostic, la compréhension des fragments, des déplacements, pour l'indication thérapeutique et parfois, en cas de complications, pour le suivi ultérieur. Pour la classification, la plus utilisée reste la classification de NIR, car c'est la plus simple, basée sur le nombre et le déplacement des fragments, l'existence ou non d'une luxation. Pour la recherche et les publications, la classification de l'AO peut être également rajoutée. Pour l'arsenal thérapeutique, ça va du traitement non chirurgical fonctionnel à l'arthroplastie totale inversée. Donc pour le non chirurgical, nous avons soit le traitement fonctionnel ou le traitement orthopédique avec différents types d'immobilisation. Ça va de l'écharpe simple à l'écharpe qui maintient complètement le patient, qui peut être utile, par exemple, chez les patients troubles cognitifs, du moins au début. Le traitement chirurgical, alors, il y a des écoles qui pratiquent encore l'ostéosuture isolée des tubérosités, sans ostéosynthèse. Sinon, il y a les ostéosynthèses, globalement, soit par clou centromédulaire, soit par plaque à vis verrouillée. Dans tous les cas, il faut toujours, tant que c'est possible, réaliser une ostéosuture des tubérosités ou de la coiffe, subscapulaire et supraépineux. Si on passe à l'arthroplastie, ça peut être donc la prothèse totale inversée d'épaule. Dans certains cas, ça peut être une hémiarthroplastie humérale. Là également, dans tous les cas, il faut essayer de remettre les tubérosités en place. Alors, pour le traitement non chirurgical, donc juste un rappel, la différence entre traitement fonctionnel et traitement orthopédique. Traitement fonctionnel, on respecte d'emblée la fonction, donc théoriquement, il n'y a pas d'immobilisation. La rééducation peut être immédiate si elle est envisageable, si la personne peut faire une rééducation. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de réduction des fragments, il y a un risque de déplacement secondaire. Donc, c'est un traitement pour les fractures non déplacées, stables, ou alors les personnes âgées et fragiles. Le traitement orthopédique, où on va avoir une immobilisation, coup de corps, immobilisation stricte ou non. La rééducation, donc, par conséquent, est différée. Ça peut être globalement de 3 à 6 semaines en fonction des circonstances. Même inconvénient que le traitement fonctionnel, il n'y a pas de réduction fracturaire, donc il y a des risques de déplacement secondaire et de cale vicieux, hein, comme vous voyez sur les images radio ici.
À peu près la même indication, fracture non déplacée aux personnes âgées et ou fragiles. Pour le traitement chirurgical, alors on a à la fois les ostéosynthèses d'un côté et les arthroplasties de l'autre. Pour les ostéosynthèses théoriquement stables, c'est l'enclouage centromédulaire donc, ou les plaques verrouillées. On cherche la réduction des tubérosités. On cherche à faire un montage stable pour une rééducation immédiate ou précoce. Les complications en dehors du sepsis, qui est une complication quasi systématique pour toute chirurgie, on peut avoir un démontage, un déplacement secondaire, une ostéonécrose de la tête humérale, une raideur de l'épaule. Donc, indication, fracture instable et ou déplacée, patient plutôt jeune, actif, certaines personnes, entre guillemets, âgées, actives et autonomes. Pour les arthroplasties, donc on a les arthroplasties totales inversées et l'hémiarthroplastie humérale. La prothèse totale inversée reste l'arthroplastie de référence, en particulier donc pour les personnes âgées. Je vais le répéter à chaque fois, mais dans tous les cas, à chaque fois qu'on fait une chirurgie pour cette pathologie, il faut essayer tout le temps de remettre les tubérosités en place autant que possible. Ce n'est pas toujours possible, mais ça doit faire partie de l'acte chirurgical. L'hémiarthroplastie, donc très peu d'indications, nous verrons dans les diapos suivantes. La rééducation, a priori, est immédiate ou en tout cas précoce, passive pendulaire du moins pour commencer. Dans les complications, on va rajouter les complications des arthroplasties, luxation, décèlement, fracture périprothétique, ce sont des patients âgés, donc souvent chute à répétition, donc se rajoutent les fractures périprothétiques. Dans les indications, donc, je rajoute les fractures luxation aux autres indications déjà citées. Alors, pour la bibliographie, on ne va pas y passer beaucoup de temps. Je ne peux pas faire ça sans faire de biblio. Donc, pour faire rapidement, pour la classification, c'est NIR. Je pense que la biblio à retenir, c'est NIR. Pour les prises en charge globales, en gros, la littérature récente, donc j'ai vu à partir de 2023 à peu près. Donc, prise en charge donc adaptée aux patients, comme on a dit tout à l'heure. Beaucoup de fractures ne seront pas traitées chirurgicalement. Et il faut savoir que la chirurgie systématique n'améliore pas les résultats fonctionnels, n'améliore pas toujours les résultats fonctionnels. Concernant les arthroplasties versus ostéosynthèse, donc vous avez quelques articles intéressants, en particulier celui de Fraser, qui est en fait un essai randomisé multicentrique qui compare la RSA, donc prothèse totale inversée, et l'ostéosynthèse. En gros, ça montre le plus souvent une supériorité de l'arthroplastie totale par rapport à l'ostéosynthèse dans les cas qu'on a évoqués. Il n'y a pas beaucoup d'articles qui comparent l'ostéosynthèse et le traitement non chirurgical, donc c'est pour ça que j'ai mis l'article de Zarneski. Ensuite, il y a beaucoup d'articles pour les prothèses totales inversées. Donc, honnêtement, j'en ai retenu que les références. Donc, en gros, la prothèse totale inversée, c'est la référence. L'hémiarthroplastie doit donc être réservée à des cas particuliers. Ici, il y avait une étude que j'ai retenue parce qu'en fait, elle étudiait le suivi à 10 ans des hémiarthroplasties, ce qui est quand même posé dans les cas traumatiques, ce qui est intéressant. Donc, au final, les résultats fonctionnels dépendent des tubérosités, si elles ont été réinsérées ou non. Et il y a à peu près 30% d'échecs fonctionnels. Il n'y a pas beaucoup de nécessité de transformer l'hémiarthroplastie en prothèse totale. Dans les ostéosynthèses, peut-être juste noter, pour les fractures isolées des tubérosités, en particulier Trochin, il y a certaines équipes en tout cas ont rapporté des ostéosynthèses sous arthroscopie. Voilà, je vous les ai mis là pour ceux qui sont intéressés. Alors, pour entrer un peu dans le vif du sujet et voir des images, donc pour l'enclouage centromédulaire,
L'enclouage ne permet pas toujours d'obtenir donc une stabilité suffisante dès que la fracture est supérieure ou égale à 3 fragments. Et puis ne pas oublier le problème lié à la coiffe, iatrogénie. Il peut être fait en percutané, moins invasif du coup, mais difficulté pour faire des réductions et des ostéosutures. Sinon, il peut être fait à ciel ouvert. À ce moment-là, il perd son caractère moins invasif, mais on peut rattacher les tubérosités si on le souhaite et faire un montage un peu plus stable. Pour les plaques verrouillées, donc un peu plus invasif, même si on le fait à mini-open, mais elle permet une meilleure réduction, peut-être plus stable, permet l'ostéosuture des fragments, donc ramener les tubérosités sur la tête en rattachant éventuellement les fils sur la plaque. Et ainsi, donc, on peut faire éventuellement une rééducation précoce qui va diminuer les risques de raideur ultérieure. Donc ici, un cas avec ablation de matériel à la fin. Pour les ostéosynthèses des tubérosités, alors ici, il y a un cas d'avulsion du trochin lié à une luxation d'épaule, sujet jeune. Donc nous, on a opté pour une réduction à ciel ouvert, pas sous arthroscopie. Ciel ouvert, réduction, double vissage et ostéosuture du subscapulaire. Là, une autre situation, cette fois-ci associée à une fracture, donc 4 parts, 4 fragments. L'ostéosynthèse par la plaque verrouillée n'a pas permis d'avoir une réduction et stabilisation fiable du trochin, donc rajout de 2 vissages avec également l'ostéosuture du subscapulaire. Alors, ici, ça c'est un cas relativement fréquent, les luxations antéro-internes gléno-humérales avec fracture du trochitaire. Et souvent, on va le réduire et puis on fait ou pas un scanner. À partir du moment où finalement le trochitaire est à peu près en place, on va se contenter de ça. Donc, il y avait dans la bibliographie tout à l'heure, qui est marqué ici, je vous invite à le regarder parce que c'est relativement pénalisant pour les patients jeunes si on laisse en fait le trochitaire comme ça, parce que souvent il va se déplacer secondairement. Il risque en tout cas d'entraîner un conflit sous-acromial, il risque d'entraîner une perte fonctionnelle de la coiffe, et il risque également de bloquer les rotations, en particulier la rotation externe, et au final donc raideur et perte de la fonction de l'épaule. Je ne vous pousse pas à mettre une plaque Phylos là-dessus. On peut faire des vissages, mais attention, il peut y avoir des fragmentations du trochitaire. On peut faire aussi des poses d'encre, ancrage, comme les sutures de coiffe. Peu importe du moment que la technique que vous utilisez permet de réduire de manière stable le trochitaire. Pour l'arthroplastie, donc l'hémiarthroplastie, c'est une indication relativement précisée, en tout cas chez des patients bien choisis, sujets jeunes non accessibles à l'ostéosynthèse où l'ostéosynthèse n'a pas permis une réduction satisfaisante de la fracture. Si elle est faite dans cette situation, on peut faire une rééducation immédiate ou précoce. Toutefois, les résultats semblent être inférieurs à la prothèse totale inversée. Donc, chez les personnes âgées, comme j'ai mis l'âge depuis le début, on va dire au-dessus de 65 ans, ça reste relatif. L'arthroplastie totale inversée, c'est la référence. Dans ces types de lésions, fracture supérieure à 3 fragments ou fracture luxation. Donc ici, on a un cas d'hémiarthroplastie réalisé chez nous, chez une patiente de 55 ans. On pose des tiges sans ciment verrouillables, donc avec possibilité de le transformer en prothèse inversée ultérieurement sans changer la tige si besoin. Ici, un autre cas chez une personne plus âgée où on a opté d'emblée pour une prothèse inversée, toujours sans ciment, à peu près dans les mêmes conditions.
Ici, c'est une fracture luxation. Alors, j'ai mis l'âge de la patiente, 89 ans. Ça paraît très, très âgé. Mais si on a fait cette prise en charge, c'est parce que la personne est autonome, malgré son âge. Et au vu de cette situation, on aurait peut-être pu juste tenter une luxation, une réduction de la luxation. Mais ça paraît peu, même si on est optimiste, euh, on a préféré, une fois l'endormir, aller au bout du raisonnement. Et donc, d'emblée, une prothèse totale inversée. Alors, rapidement, les complications. Donc, je les ai citées tout à l'heure. Ici, il y a quelques images. Donc, en particulier, pour les clous. Alors, je n'ai pas mis de complications de plaques verrouillées. C'est pas que ça n'existe pas. Euh, bon, dans la période où j'ai préparé ça, j'ai pas trouvé de dossier. Mais on en a des complications de plaques phyllos, même chez nous, hein. Alors, les clous, pour les 3-4 fragments, attention à ça. Ici, il y a une fracture périprothétique. Ça, c'est une collection sur prothèse inversée. Luxation, ça, c'est une luxation précoce. Il y a encore les agrafes. Ici, c'est une fistule chronique sur une prothèse inversée également. Un décèlement de glénosphère complètement basculé sur une prothèse sans ciment. Donc, tout ça nécessite une reprise chirurgicale. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut essayer de retenir? Parce que ça reste quand même des pathologies, enfin des fractures du quotidien, en tout cas pour ceux qui font de la traumatologie du membre sup. Donc, pour essayer de faire simple, garder peut-être en tête ces catégories d'âge. Quand on est dans cette situation, donc patient très âgé ou ostéoporotique, on va dire que pour la fracture non déplacée, dans la plupart des cas, ça va être traitement non chirurgical. Pour une fracture déplacée inférieure ou égale à 2 fragments, traitement non chirurgical pour les patients très âgés. Si on opte pour une ostéosynthèse, à ce moment-là, il faut faire une ostéosynthèse stable pour les 2 parts. C'est relativement simple de faire une ostéosynthèse stable. Pour les plus de 3 fragments, c'est beaucoup plus compliqué. Et probablement, c'est là qu'il faut opter d'emblée pour la prothèse totale inversée si on choisit la chirurgie. S'il y a une luxation, soit on choisit de réduire et on réfléchit après, soit on prend la décision à l'avance, une fois réduit la fracture, laquelle de ces traitements on va appliquer. Pour les sujets plus jeunes et ou non ostéoporotiques, la fracture non déplacée, ça reste non chirurgical, mais il va falloir le surveiller en consultation régulièrement parce qu'il peut avoir quand même un déplacement secondaire. Si la fracture est déplacée déjà et ou instable, la chirurgie s'impose le plus souvent et on va opter pour une ostéosynthèse avec comme objectif une rééducation immédiate ou précoce, ce qui va encore une fois diminuer les raideurs. Ostéosynthèse, il faut tout le temps penser à raideur ultérieurement. Pour les 3 fragments et plus, là, il faut faire, très souvent, ce sera un traitement chirurgical par ostéosynthèse ou, comme le cas que je vous ai montré tout à l'heure, si l'ostéosynthèse n'est pas possible, peut-être opter pour une hémiarthroplastie et peut-être, j'ai mis un point d'interrogation, peut-être éviter la prothèse inversée d'emblée. Je n'ai pas de certitude là-dessus. Dans tous les cas, rééducation immédiate, sujet jeune égale rééducation immédiate ou précoce. Pour les fractures luxation, tout est possible. Donc pareil, on va penser à la réduction et puis ensuite, il faut choisir entre les options précédentes. Voilà, la Coupe du Monde commence aujourd'hui. Donc je vous demande de soutenir l'équipe de France pour une 3e étoile. Je vous remercie. Merci Fredson, je pense que tu as quand même pas si mal résumé. Après, je pense que toi, tu es à Orléans, et comme chez nous à Angers, c'est une idée d'âge, je pense. Hein. À Angers, on a aussi des 60 ans qui font du développé couché, et on a les 60 ans plus 30 qui sont juste couchés, je pense. Et qu'il faut à chaque fois un peu s'adapter aux patients, c'est ce qu'on dit. Il y a la fracture, il y a le patient à côté, il y a la personnalité, et puis il y a la personnalité de ta fracture. Ce qui manque un peu, et nous, toujours, ce qui nous pose souci, c'est tes fractures, ces T3, qui vont avoir où tu es à cheval entre, en gros,
tes patients, c'est rarement plus de 80 ans fatigués, rarement 50 ans. La grosse population, elle a 70 ans. Elle n'est pas si mal, mais quand même. Et elle a une fracture qui est entre entre la prothèse inversée et la synthèse. Ce qui manquait là pour moi un petit peu, et ce que les gens se posent, et les questions qu'on se pose quand on est au staff le matin, et je pense que ça serait bien de les repréciser, c'est quel facteur, quand tu vas voir ta fracture, va dire là je vais aller vers l'ostéosynthèse, ou là je me prends pas la tête, excepté les luxations, je vais vers la prothèse. En gros, je pense qu'aujourd'hui, grâce au scan, on a 2-3 petits facteurs à aller regarder, à aller rechercher, qui nous font dire, parce que les complications des plaques que tu as énumérées, qui sont le démontage ou des plaques ou des enclouages, le démontage, les vis qui sortent et tout ça, en fin de compte, c'est pas des vraies complications, c'est des problèmes d'indication au départ. Je pense que c'est ça. Donc qu'est-ce qui aujourd'hui, pour aider nous, les plus jeunes, à qui on est en train d'apprendre les choses, tu pourrais dire cette fracture, quand tu la vois, moi je l'ostéosynthèse, ou celle-là, c'est sûr, je lui mets une prothèse, je vais éviter ma complication. Sur ton scan, on va dire. Oui, alors c'est une question difficile, je trouve. C'est pas si facile que ça, et je pense que c'est pour ça qu'en fait, on n'arrive pas, même les sociétés savantes n'arrivent pas à sortir vraiment une conduite à tenir précise. Donc, alors, moi, je réponds à ça d'une manière relativement simple. D'un côté, donc, on a dit au début le choix du traitement qui dépend à la fois du patient, les facteurs du patient, son os, les déplacements de fractures, etc. Mais je pense aussi que l'expérience du chirurgien qui va opérer ce patient compte beaucoup. Donc si on doit s'adresser aux jeunes, aux DJ ou aux chefs de clinique, pour moi en tout cas, l'indication doit aussi évoluer avec l'expérience du chirurgien. Moi, je fais beaucoup d'ostéosynthèse, en tout cas sur la situation qui est ici, hein, à droite, parce que honnêtement, plaque phyllos, je pose ça depuis que je suis chef de clinique à Bordeaux, ça fait 20 ans, donc c'est quelque chose que j'arrive à me débrouiller avec, et je vais passer vraiment à la prothèse inversée dans les cas désespérés, les fractures luxation, les plus de 4 fragments. Il y a aussi les fractures à haut risque d'ostéonécrose, mais on sait très bien que même avec ostéonécrose, ça reste quelque chose de relativement bien toléré par les patients, sauf si il y a une vis ou du matériel qui gratte. Hein. On peut avoir après une ostéosynthèse une ostéonécrose. Tant que c'est juste une ostéonécrose sans contact avec le matériel, les patients généralement supportent ça bien. Donc, pour les jeunes, du coup, on va peut-être être plus radical parce que soit on va dire on va faire une synthèse et puis on peut toujours, et c'est vrai, on peut toujours, dans un deuxième temps, si on a un échec, enlever le matériel et mettre la prothèse inversée du coup à ce moment-là. L'épaule sera déjà un peu plus raide peut-être, ça sera peut-être plus difficile que si on le fait d'emblée. Mais honnêtement, je n'ai pas de réponse simple à donner par rapport à ça, à part ce qu'on a mis là, les fractures de plus de 3 fragments. Quand vous ne sentez pas réduire les fragments correctement, je pense qu'il faut opter pour la prothèse. Parce que c'est dans les plus de 3 fragments que c'est compliqué. Les 2 fragments, honnêtement, on arrive toujours, je pense, à s'en sortir bien. Je ne sais pas si la réponse te satisfait. L'idée, c'était de dire, allez regarder vite, est-ce qu'il y a une atteinte de ton calcaire, de ta paroi médiale. Je pense que c'est le facteur de nécrose de ta tête, si on voulait dire ça. Donc, et je suis d'accord avec toi, l'expérience, moi je suis un peu comme toi, je suis un gars qui a été formé à la plaque. Le clou, il n'est pas arrivé chez nous. Moi, je serais meilleur avec une plaque qu'avec un clou. Je ne dis pas que le clou ne fonctionne pas, mais dans mes mains, je suis plus à l'aise avec une plaque. Mais après, c'est difficile de dire le clou c'est mieux, la plaque c'est mieux. Je pense qu'il vaut mieux être opéré par un mec qui met depuis 20 ans des clous et d'un coup une plaque. Et inversement, donc je pense que ce qui est important, comme tu dis, c'est l'expérience du chirurgien. Et quand tu es habitué à mettre une plaque, tu peux t'en sortir dans pas mal de situations. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est, je pense qu'on est à peu près pareil.
aujourd'hui, l'indication de l'EMI anatomique, elle est quand même vachement limitée, hein. Oui. Je sais pas c'est combien chez vous au CHU d'Orléans, hein, mais nous c'est 2-3 l'année, hein. Alors pourtant, on est des adeptes de la prothèse d'épaule, hein. Nous, moins. Ouais. Nous, moins. Là, c'était juste pour montrer, j'avais un angioscan avec la vascularisation dont tu parlais Ouais. là, pour les jeunes. Donc, on ne demande pas un angioscan à chaque fois, mais là, je l'avais vu, donc j'y ai pensé. Pour les mi-arthro, honnêtement, Elle est dure, hein. celle que j'ai vue là, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est un de mes collègues. Moi, je me souviens plus quand est-ce que j'en ai posé. Peut-être, oui, c'était avant le Covid, hein, c'est sûr. Ah ouais, non, mais on Donc, est pareil. Chez nous, nous, peut-être une fois par an, peut-être ou une fois tous les 2 ans, je pense que le pour cette pronostic, indication. c'est la suture des tubérosités sur cette EMI. Alors moi là-dessus, en plus, je suis un peu plus contraint. Les arthroplasties, vu que je trouve que elle est difficile, je les contrains un peu plus. C'est la seule où on va mettre un abducteur et quasiment on va les immobiliser. Les hémiarthroplasties, les peu, c'est abducteur et immobilisation 4 à 6 semaines derrière. Contrairement à l'inversée traumato, il faut que ça bouge. L'AMI, il faut qu'elle bouge. Il ne faut pas qu'elle soit immobilisée, sinon elle retombe de toute façon. Mais l'hémi-arthro, je pense que c'est devenu une prothèse qui a été très posée il y a longtemps, je n'ai pas connu, mais qui aujourd'hui est une prothèse, même les grosses équipes d'épaule, on va dire, en pose pas beaucoup l'année, hein. Et quand on en a, moi je dis à mon chef, vas-y, fais-toi l'expérience que tu en verras peut-être 2 pendant ton clinical. Je sais pas si d'autres ont des questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Je sais pas, M. Favard comme ça, et moi je l'avais écouté une fois parce que je me posais la question, quels sont les choix entre un clou et une plaque filos? Et vous avez, je crois que c'était il y a 2 ans, donné une réponse qui m'a permis de m'orienter un peu mieux. Si c'est communitif en médial, j'aurais plutôt tendance à avoir un clou. S'il n'y a pas de communication médiale, vous partiez, si j'avais bien compris ce que vous disiez, sur une plaque, c'est ça? C'est ça. Et ça permet de simplifier un peu le choix parce que quand on connaît l'épaule, que ce soit un clou, une plaque ou une prothèse inversée, notre expérience fait qu'on est capable de poser l'un ou l'autre. Après, il faut choisir entre clou et plaque. Et c'est ça le plus difficile. D'accord. Ouais, et moi, le clou à Angers, on devient un peu clou à cause d'un de nos chefs qui est parti faire un tour à Nice un jour. Moi, je l'ai formé à la plaque surfixe, une plaque que personne ne connaît, qui était extraordinaire. Et on est passé à l'équivalent, à ce qui reste aujourd'hui, les kilos, c'est équivalent. Et on s'est perdu un peu dans la synthèse, je trouve, des céphalotubérositaires avec cette plaque. On perdait en fin de compte le design de ces filos live, était une plaque, et puis pour aller chercher le tube. En fin de compte, ce que disait Fredson, l'intérêt c'est la synthèse de tubérosité. Avec une philo, on n'a plus un truc qui est nickel. En fin de compte, la synthèse de tubérosité, la plaque surfixe, c'est une plaque en Y, et donc tu déplaquais tout le monde et puis t'embrassais ta fracture. Là aujourd'hui, avec une philo, tu joues avec tes ostéosutures, et je suis d'accord, c'est peut-être là où le clou va aller chercher peut-être un peu mieux, parce qu'on va aller pouvoir pitcher, avoir un petit effet console sur une atteinte médiane et antérieure. Et après, c'est difficile, moi, un trou dans mes mains aujourd'hui, bon, j'y arrive quand même, je continue sur un truc, mais si j'ai mis 10% de clou par rapport à mon nombre de plaques derrière, donc et il faut avoir un arsenal qui permet aussi de dire j'ai le clou proximal et j'ai la plaque. Nous, pendant longtemps, ça n'existait pas le clou proximal. Chez nous, on n'avait pas. Et pourtant, la traumato, on en fait beaucoup. Mais je pense que le choix, si tu as les deux, il faut se fier à ce que tu viens de dire. Et sinon, c'est ton expérience, et si ça fait 15 ans que tu poses des plaques, tu arrives à mixer avec ta plaque et à t'adapter à ta fracture. Et là, moi j'attends une nouvelle plaque surfixe qui arrivera peut-être. J'ai une question sur le passif. Vous mettez, c'est quelque chose que philosophiquement je ne comprends pas. Pourquoi vous faites de la rééducation passive après une plaque inversée d'épaule où vous avez réinséré les tubérosités, après une plaque filos où vous avez réinséré les tubérosités? Quel est l'intérêt de faire de la kiné en passif? Pourquoi pas directement passer sur de l'actif? Moi, j'ai jamais fait cette passif sur les points. Contre le passif. Je sais pas. Ça, je pense que ça dépend après de philosophie de chacun, effectivement. C'est vrai qu'on fait une synthèse stable, mais je ne sais pas. De là à solliciter directement ma tubérosité le lendemain ou l'après-midi, c'est peut-être juste une peur, hein. Peut-être que certainement que j'ai tort d'avoir cette peur, mais j'ai encore cette peur aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je mets passif pendulaire. Mais en gros, c'est ça. C'est la peur de déplacer immédiatement les tubérosités. Le
douleur. Tu fais ton passif, t'imagines que ton patient il est encore plus mal. Putain, c'est ton kiné qui peut t'arracher moi, c'est du passif. Et je trouve que le passif, moi, quand les internes te disent j'aurais dit ton passif, non, pas le passif. Fais de l'actif, et l'actif aidé, c'est le patient qui gère en fin de compte sur de l'actif et qui va gérer sa douleur. Et le patient, il va rarement aller plus loin de sa fracture. Donc, s'il sent qu'il ne veut pas le faire, il ne le fera pas. Et je suis d'accord, tout ce qui est passif, tout ce qui est pendulaire, il faut s'en méfier quand même. Et je préfère un actif aidé, qui je trouve pour moi est moins traumatique qu'un passif fait par quelqu'un qui te tire le bras et qui ne va pas gérer ta douleur. En fait. Mais après, pareil, c'est ma croyance. J'ai une question. Vous n'avez pas parlé de l'ostéonécrose après une osteosynthèse. Et si vous avez une ostéonécrose, vous allez enlever le matériel dans le même temps opératoire qu'une éventuelle arthroplastie, ou vous faites une fenêtre entre l'ablation du matériel et l'arthroplastie. Alors, dans notre pratique à Orléans, on fait en un temps. Si on doit faire une reprise, que ce soit pour une ostéonécrose ou pour un démontage autre, on fait l'ablation du matériel, on met la prothèse dans le même temps. Il n'y a pas d'augmentation de risque d'infection? Honnêtement, on n'a pas fait d'études là-dessus, mais l'épaule est suffisamment raide, douloureuse, je ne sais pas. Là, c'est un avis personnel. Autant, par exemple, pour des switches fixateurs externes, plaques ou clous de jambes, je réfléchis pour le faire en 2 temps. Autant là, ça ne me pose aucun problème philosophique de le faire en un temps. Moi, je vais avoir un petit peu différent. J'ai fait du 20 ans. J'ai eu les fameuses fractures en timbre-poste quand tu descends ta tige sur les trucs du SAS. Donc maintenant, j'aime bien avoir un. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, tu enlèves ta plaque, tu mets, et puis t'as un os qui est très fragile au moment où tu as enlevé ta plaque quand même. C'est raide, tu passes sur ta rotation externe, et là, ça fait. Ah bon, bah, pas sur le bouton. Et maintenant, j'avoue, je suis un peu plus frileux. Et j'ai souvent, quand on fait un implant, on enlève la plaque, tu fais une petite arthrolyse avec, une petite libération. Il y a des patients qui sont assez satisfaits sans avoir mis la prothèse. Donc il m'arrive aujourd'hui, j'amène un peu plus de prudence et faire plutôt un 2 temps. C'est pas à cause de l'infection, c'est à Non, cause pas à de cause la de l'infection, fragilité la de fragilité l'os. osseuse. Je crois qu'il faut qu'on. Ouais, on va clôturer et je vous invite à aller à l'auditorium pour la suite du programme et pour écouter le chef Carvarek, les liens entre la chirurgie et la cuisine. Merci.